Celle-là, c'est la bonne. Non. Tiens, tiens. Agent Gull, nouvelle mission, urgent, rendez-vous coordonnées suivantes. Aujourd'hui, 13h, ce papier s'autodéchira. Logique. Bonjour Agent Gull. Votre mission, si vous l'acceptez, consistera à convaincre un individu de consentir à travailler pour nous. Travail qu'il n'accepterait pas en temps normal, car contraire à son éthique. Pour cela, vous pouvez avoir recours à la redoutable technique du pied dans la porte. Non merci, je ne veux plus travailler pour vous. Air de déception. Pouvons-nous connaître les raisons de votre refus? D'une part parce que ce que vous me demandez est immoral, d'autre part parce que le pied dans la porte n'est pas forcément la bonne technique pour une telle requête. Air dubitatif. Pouvez-vous préciser? Je pensais par exemple à la technique de la porte dans le nez. Nous ne comprenons pas. Ah, laissez-moi vous expliquer. Comment vous manipule-t-on par le nom? Souscrire à un contrat ou à une assurance, consentir à des heures supplémentaires que vous auriez normalement refusées, quand vous avez du mal à dire non, c'est peut-être le signe que vous avez été orienté par des techniques de manipulation très efficaces. Nous avions déjà présenté l'une d'elles, le pied dans la porte. Pour rappel, la technique du pied dans la porte consiste à vous faire accepter une requête coûteuse que vous auriez refusée en temps normal en vous faisant préalablement accepter des requêtes peu coûteuses. Ces requêtes préparatoires vont orienter votre décision. Si vous avez dit oui plusieurs fois, il vous sera plus difficile de dire non par la suite. La porte dans le nez est en quelque sorte une technique inversée du pied dans la porte. Vous faire accepter une requête coûteuse grâce au refus d'une requête encore plus coûteuse. C'est une technique expérimentée pour la première fois en 1975 par Cialdini, Vincent, Lewis, Catalan, Weller et Darby. Expérience numéro 1, comment vous faire concéder à donner 2 heures de votre temps. Pour mesurer l'efficacité de la porte dans le nez, Cialdini et ses collègues se sont donné l'objectif suivant. Obtenir d'étudiants d'un campus universitaire qu'ils acceptent d'accompagner aux zoo de jeunes délinquants incarcérés. L'expérimentateur se présente comme travaillant pour un programme d'aide en faveur de jeunes détenus, à la recherche de volontaires. Les chercheurs mettent en place 3 conditions qu'ils testent sur des échantillons différents. En condition contrôle, l'expérimentateur pose directement la requête finale sans étape préparatoire. Bonjour, nous recrutons actuellement des étudiants universitaires pour accompagner un groupe de détenus à une visite dans un zoo. Ce serait volontaire, non payé, et il faudrait compter environ 2 heures de votre temps, un après-midi ou un soir. Seriez-vous intéressé? Je sais pas trop. Dans cette situation, 25% des étudiants interrogés acceptent de se porter volontaires. En condition porte dans le nez, l'expérimentateur pose une requête intermédiaire. Bonjour, nous recrutons actuellement des étudiants universitaires pour travailler comme conseillers bénévoles au centre de détention pour mineurs du comté. Le poste pourrait nécessiter 2 heures de votre temps chaque semaine pour un minimum de 2 ans. Vous aurez en quelque sorte le rôle de grand frère. Seriez-vous intéressé? Chaque semaine pendant 2 ans? C'est que... non. La requête est cette fois extrêmement coûteuse. 98,5% des étudiants refusent. Après ce refus, l'expérimentateur formule la requête finale. Eh bien, nous avons aussi un autre programme qui pourrait vous intéresser. Nous recrutons actuellement des étudiants universitaires pour accompagner un groupe de détenus à une visite dans un zoo. Ce serait volontaire, non payé, et il faudrait compter environ 2 heures de votre temps, un
après-midi ou un soir. Seriez-vous intéressé? 2 heures seulement? Ouais, pourquoi pas. Dans cette condition, 50% des étudiants, soit la moitié des personnes interrogées, acceptent la requête finale. Enfin, les expérimentateurs ont mis en place une troisième condition, où l'on propose aux étudiants les 2 requêtes en même temps. Ils peuvent donc choisir l'une des 2 ou refuser. Dans cette condition, ils sont seulement 16,7% à accepter la requête finale. Aucun étudiant n'a accepté la requête la plus coûteuse. Résumons, quand on pose directement la requête aux étudiants, ils sont 25% à accepter la requête finale. Quand on pose au préalable une requête exorbitante qui ne peut aboutir qu'à un refus, ils sont 50% à accepter la requête finale. Quand on leur propose les 2 possibilités, ils sont seulement 16,7% à accepter la requête finale. Plusieurs répliques et variantes mises en place par différents chercheurs ont permis de montrer que cette technique est très efficace dans des contextes prosociaux, quand la requête finale permet d'aider la collectivité, comme accompagner des délinquants à une sortie pédagogique, s'impliquer pour l'écologie, ou encore faire des dons dans la lutte contre le cancer. Les chercheurs ont voulu tester la technique pour des requêtes aux intérêts privés, par exemple accepter de répondre à des questionnaires pour des entreprises, ou encore donner de l'argent. Dans ces situations, la technique de la porte dans le nez se révèle encore efficace. Les psychologues ont aussi testé la technique via la médiation d'un échange téléphonique ou d'une page internet. Même sans interlocuteur, l'effet demeure significatif. C'est intéressant. Cette technique peut donc être utilisée pour exploiter les gens? Vous n'envisagez tout de même pas de l'utiliser? Faites-nous confiance, agent Gull. On pourrait nous donner le diable sans corruption. Je ne crois pas que ce soit la bonne expression. Question. Nous nous demandions si la porte dans le nez pouvait convaincre un individu d'accepter de torturer son semblable. Non mais ça va pas. Bon, alors disons torturer un animal. Curiosité scientifique. Air angélique. Expérience numéro 2, pied dans le nez et requête dévalorisante. Shanab et O'Neill ont voulu savoir si cette technique fonctionnait pour des requêtes dévalorisantes et immorales telles que la torture d'animaux. Les sujets de l'expérience sont accueillis par un expérimentateur qui déclare ceci. Bonjour, entrez et prenez place. Mon nom est Gull et je travaille sur un projet de recherche élaboré pour le docteur Shanab qui étudie les effets de la punition sur l'apprentissage. Dans la condition contrôle, l'expérimentateur pose directement la requête finale. Je cherche des volontaires pour une étude qui nécessiterait 2 heures de votre temps. Votre rôle consisterait à punir des rats en leur infligeant un léger choc électrique s'ils font un choix incorrect dans une tâche de discrimination. Accepteriez-vous de participer à l'étude? Je suis pas très chaud. Dans cette condition, 35% des sujets interrogés acceptent d'infliger des chocs électriques aux rats. Dans une autre condition, l'expérimentateur propose une requête préalable plus coûteuse. Je cherche des volontaires pour une étude qui nécessiterait 2 heures de votre temps chaque jour pour une durée de 3 mois. Il s'agirait d'administrer une punition sous forme de choc électrique à des sujets humains à chaque fois qu'ils font une erreur durant un test. Accepteriez-vous de participer à l'expérience? Non mais ça va pas la tête. À cette demande, tous les sujets refusent, et c'était le but. L'expérimentateur formule alors sa requête finale. Je recrute également des volontaires pour une autre étude qui nécessiterait 2 heures de votre temps. Votre rôle consisterait à punir des rats en leur infligeant un léger choc électrique s'ils font un choix incorrect dans une tâche de discrimination. Accepteriez-vous de participer à l'étude? Bah là, ouais, pourquoi pas. Dans cette condition, 65% des sujets acceptent d'administrer des chocs électriques à un rat, contre 35% en condition contrôle. Salivation digitale. Mais ne serait-il pas possible de renforcer les effets de cette technique? C'est-à-dire? Que se passerait-il si au lieu d'une requête préalable, nous en faisions 2? Ah, excellente question. Expérience numéro 3, la double porte dans le nez. Plusieurs chercheurs ont voulu savoir si l'ajout d'une requête exorbitante augmentait le taux d'acceptation de la requête finale. L'une de ces expériences de double porte dans le nez a été menée par Goldman et Cresson en 1981.
L'expérimentateur téléphone à 192 résidents de Kansas City en se faisant passer pour un employé d'une radio locale. Bonjour, je m'appelle Chris Walter et j'interviens au nom de KCST, une nouvelle radio de la région. Nous essayons de faire une enquête quant à notre programmation et nous avons besoin de volontaires. Dans la condition contrôle, l'expérimentateur pose directement la requête finale sans porte dans le nez. Soit il propose une demande fixe, seriez-vous prêt à appeler 25 personnes pour leur poser des questions? Soit il propose une demande ouverte. Seriez-vous prêt à nous aider? Et si oui, combien de personnes pourriez-vous appeler? Les résultats ont été calculés ainsi. Pour la demande fixe, une acceptation donne 25 points, correspondant aux 25 appels. Un refus équivaut à 0, le total étant la moyenne de l'ensemble des points. Pour la demande ouverte, les chercheurs font tout simplement la moyenne du nombre d'appels qu'ont proposé les sujets volontaires, 0 correspondant à un refus. Résultat, dans la condition contrôle, la demande fixe obtient un score de 0,78, un échec cuisant. La demande ouverte obtient le score de 3,59. Dans la condition porte dans le nez, les expérimentateurs ont ajouté une requête préalable. Seriez-vous prêt à appeler 150 personnes choisies au hasard dans l'annuaire téléphonique afin de leur poser des questions? 150? Ah non, ce sera pas possible. Seriez-vous prêt alors à appeler 25 personnes pour leur poser des questions? Dans cette condition porte dans le nez, nous obtenons un score de 6,25 en demande fixe et de 9,28 en demande ouverte. On constate encore une fois que la technique augmente de manière significative le taux d'acceptation. Mais ce qui intéresse ici les chercheurs, c'est de savoir si l'ajout d'une autre requête fera effet. C'est la condition double porte dans le nez. Seriez-vous prêt à appeler 150 personnes choisies au hasard dans l'annuaire téléphonique afin de leur poser des questions? 150? Ah non, ce sera pas possible. Tiens, c'est drôle, j'ai comme une impression de déjà vu. Eh bien, seriez-vous prêt à appeler 100 personnes? Non, vraiment je peux pas. Seriez-vous prêt alors à appeler 25 personnes pour leur poser des questions? Bon, d'accord, 25 c'est pas si énorme. Dans la condition double porte dans le nez, on obtient désormais le score de 10,16 pour une demande fixe et de 10,72 pour une demande ouverte. Voici l'ensemble des résultats. On constate que la double porte dans le nez se montre redoutablement efficace dans la variante demande fixe. Sans cette double requête, les sujets refuseront d'aider la radio locale. Avec une double requête, les sujets seront prêts à appeler en moyenne une dizaine de numéros chacun. Explication. Si l'efficacité de la porte dans le nez a été validée par les différentes recherches, les mécanismes psychologiques qui permettent d'expliquer ces résultats sont encore débattus. Ainsi, les psychologues ont formulé 3 grandes hypothèses. Hypothèses qui ne s'excluent pas nécessairement entre elles. L'hypothèse des concessions réciproques, proposée par Cialdini et ses collègues, repose sur le principe de réciprocité. Selon les chercheurs, il existe une norme de réciprocité que l'on retrouve dans toute société. Par exemple, nous serons enclins à venir en aide à celui qui nous a déjà aidés. Inversement, nous nous attendrons à ce que celui que nous avons aidé vienne nous porter assistance à son tour si besoin. Selon Cialdini, cette norme est à l'œuvre dans les logiques de concession. Si notre interlocuteur fait une concession dans sa demande, nous serons amenés, par réciprocité, à concéder plus facilement à sa requête. C'est en quelque sorte une logique de compromis. Mon interlocuteur a mis de l'eau dans son vin, à moi d'en faire autant. Pour tester cette hypothèse, Cialdini et ses collègues ont d'ailleurs reproduit leur principale expérience, en ajoutant une nouvelle condition. Il y a désormais 2 interlocuteurs par requête. Le premier pose la requête la plus coûteuse, le second pose la requête finale. Résultat, en condition porte dans le nez, les chercheurs obtiennent 55,5% d'acceptation contre 21,5% en condition sans porte dans le nez. En condition porte dans le nez, avec 2 interlocuteurs différents par requête, on tombe à 10,5% d'acceptation. Non seulement la technique ne marche plus, mais elle est moins efficace que la condition contrôle. Pourquoi? Selon les chercheurs, les sujets ne perçoivent plus aucune concession, puisque les personnes qui font les requêtes sont différentes. Il n'y aurait donc plus aucune réciprocité. Autre hypothèse pour expliquer l'efficacité de cette technique, la théorie des contrastes perceptifs. La première requête, coûteuse, vient diminuer par contraste la seconde. C'est un peu comme plonger dans une eau froide. On acceptera difficilement de s'y baigner.
Mais si au préalable on vous propose de vous plonger dans une eau bien plus froide, la précédente température paraîtra par contraste moins désagréable, plus acceptable. La porte dans le nez diminuerait donc psychologiquement le coût de la requête finale par cet effet de contraste. Dernière hypothèse avancée par les chercheurs, la théorie de la culpabilité. Selon certains psychologues, comme O'Keefe et Fig, le refus de la première requête susciterait de la culpabilité chez le sujet. Celui-ci chercherait alors à réduire sa culpabilité en acceptant la requête suivante. Cette théorie permettrait notamment d'expliquer pourquoi la technique est très efficace pour des requêtes prosociales. Ainsi, plus le refus de la première requête sera culpabilisant, plus la pression à l'acceptation de la seconde sera forte. Pour synthétiser l'ensemble des résultats, les chercheurs ont ainsi pu identifier les critères requis de la porte dans le nez. La technique est plus efficace pour les demandes prosociales, telles que des requêtes pour la collectivité ou pour des causes humanitaires par exemple. La requête préparatoire doit être suffisamment coûteuse pour être refusée, mais elle ne doit pas non plus être trop exorbitante ou incohérente avec la requête finale. Les deux requêtes doivent être formulées par un même interlocuteur ou à travers un même médium. L'ajout d'une requête supplémentaire, ce qu'on nomme la double porte dans le nez, renforce les effets. Enfin, les requêtes ne doivent pas être trop éloignées dans le temps. Concrètement, on retrouve couramment cette technique dans les négociations ou les échanges marchands. 400 €. Ah, je vais essayer de le vendre à 500. Bonjour. Waouh, il est magnifique ce caillou. C'est l'original. Ah, je vois que vous êtes connaisseur. Ouais, et les cailloux, c'est ma grande passion. Par contre, son prix, 600 €. Ah non merci, c'est trop cher. C'est pourtant une affaire. C'est un caillou rare, vous savez. Ouais, mais non, c'est trop. Puisque vous êtes un connaisseur, je veux bien vous faire une réduction de 50 €. 550 €? Non, désolé. 450 €, pourquoi pas, mais là... Ah, vous êtes dur en affaires, vous. 500 €, c'est mon dernier prix. Vendu. Cette scène nous montre une double porte dans le nez. Nous avons deux requêtes préalables, 600 € puis 550 €. Le vendeur est en train d'utiliser deux leviers psychologiques, les concessions réciproques et les contrastes perceptifs. L'acheteur aura d'une part l'impression que le vendeur met de l'eau dans son vin. Il sera donc prêt à faire lui-même quelques concessions. D'autre part, s'ajoute à cela le contraste des prix entre la première requête et la dernière, soit une différence de 100 €. L'acheteur succombera ainsi plus facilement au prix déjà excessif du vendeur. Il sera même persuadé d'avoir fait une affaire, d'avoir été un fin négociateur. Ce levier des contrastes perceptifs est bien connu dans la vente. Pour vendre un produit, il peut être utile de proposer au préalable une offre encore plus coûteuse. Découvrez le caillou version 2.0. Plus de sensations, plus de confort, pour toujours plus de saveur. Pour 179 €, devenez propriétaire du caillou 2.0. Fourni avec son étui, un livre collector sur les secrets de fabrication du caillou, un t-shirt caillou exclusif et une petite figurine caillou. Caillou version 2.0 est aussi disponible avec notre offre Zen. Pour 49 € seulement, obtenez le caillou avec son étui. Attention, l'offre Zen est limitée dans le temps et selon les stocks disponibles. Avec ce type de démarche, l'offre la plus coûteuse permet de rendre l'offre standard plus abordable, quand bien même cette dernière serait elle-même excessive. Même procédé dans l'immobilier. Un agent immobilier pourra faire visiter des maisons à des potentiels acheteurs de telle sorte à les orienter vers une offre. Il lui suffira de commencer par leur faire visiter des maisons soit trop chères, soit non conformes aux attentes, puis par leur proposer une maison à un prix plus bas et plus conforme pour maximiser les chances de conclure rapidement une vente. Cette technique de manipulation est utilisée à toutes les sauces. Dans le monde professionnel par exemple, quand un responsable use de cet effet de contraste et accentue la culpabilité d'un employé. Technicien, nous avons du retard sur le dossier du 27 août. Je sais que vous êtes en jour off demain, mais pourriez-vous tout de même venir au bureau quelques heures afin de clôturer le dossier? Ah non, désolé, c'est trop. Je suis déjà surchargé. Je comprends. Je sais que vous avez terminé votre journée, mais pourriez-vous au moins y jeter un coup d'œil avant de partir? Ne serait-ce qu'une petite heure?
Bon d'accord. Les leviers des contrastes perceptifs et des concessions réciproques peuvent aussi se retrouver dans la communication politique. Pour faire passer une réforme impopulaire, l'astuce consiste à proposer un premier projet bien plus impopulaire qui sera massivement rejeté. Ainsi, il suffira au gouvernement de faire mine d'avoir écouté les contestations, de renoncer au premier projet au bénéfice de la réforme prévue initialement. Cela donnera l'apparence de concession de sa part. De plus, l'opinion y verra une réforme plus acceptable par simple effet de contraste. Dans la vente, la téléprospection, la communication, les exemples ne manquent pas. Faites-nous partager les vôtres dans les commentaires. Conseil. Comment se prémunir de telles manipulations? Il est très difficile de résister à ces pressions psychologiques, sauf si on exploite les deux failles de cette technique. Le nombre d'interlocuteurs et le temps. Dans une situation d'achat par exemple, si un vendeur vous propose des offres dégressives, adressez-vous à d'autres vendeurs. Les offres ne changeront peut-être pas, mais cela pourra diminuer les effets de concession réciproque. Mais la défense la plus efficace et qui permet de court-circuiter de nombreuses techniques de manipulation, c'est de s'imposer un temps de réflexion. Les chercheurs ont en effet mesuré que plus le temps entre les requêtes est important, moins la manipulation est efficace. Cela permet de prendre du recul sur la manœuvre de son interlocuteur, de prendre sa décision avec une moindre pression. Dans n'importe quel contexte, vous pouvez vous exercer à avoir le réflexe de laisser passer du temps avant de prendre votre décision. Si votre interlocuteur se montre sans raison trop insistant face à votre volonté d'attendre, cela vous indique qu'il essaye d'augmenter la pression sur votre décision. Indice supplémentaire que vous êtes peut-être face à un manipulateur. Comment se prémunir d'une telle technique ne nous intéresse pas. Ce que nous voulons, c'est l'utiliser à notre compte. Je le sais bien, et c'est pour cela que je ne souhaite plus travailler pour vous. Quel dommage. Tant que j'y pense, juste par curiosité, quelle est cette tâche pour laquelle vous vouliez faire travailler un pauvre individu à son insu? La tâche consistait à nous former à une nouvelle technique de persuasion afin de réaliser notre grand projet machiavélique. Air pas angélique. Bon courage pour ça. Inutile, nous avons déjà obtenu ce que nous voulions. Attendez. Air satisfait. Ce message s'auto-détruira. Oh, tiens.